Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo combo. On va regarder le speedrun le plus cru de le temps. Allez, c'est parti. Parler de l'expérience des singes écrivains. On imagine un groupe de singes posés devant des machines à écrire et qui tapent des lettres au hasard, puisque ce sont des singes. Et pourtant, cette expérience, elle démontre que si on leur donne un temps infini, ces singes finiront forcément par écrire un texte cohérent, voire même un chef-d'œuvre comme Hamlet de Shakespeare. Ça, c'est le pouvoir de la probabilité. Le hasard, couplé à une quantité de temps infinie, fait que, à terme, toutes les œuvres possibles finiraient même par être tapées. Alors, en vérité, le temps infini, c'est quelque chose qu'on n'a pas, et lorsqu'on a réellement tenté l'expérience, les singes ont surtout maltraité les claviers, mais l'idée est logique. Toujours valide. Et pourquoi je vous parle de petits singes écrivains dans une vidéo sur le speedrun ? Parce que dans le speedrun, on ne parle quasiment jamais d'aléatoire. C'est une discipline dans laquelle on cherche à tout maîtriser, sur le bout des doigts, on cherche à ce que chaque action soit millimétrée. L'aléatoire, c'est juste l'ennemi numéro 1 dans le speedrun. L'objectif même, c'est souvent de ne lui laisser... T'imagines un jeu 100% aléatoire. Mais c'est pas le cas de tous les speedruns. Et c'est surtout pas le cas de l'un d'entre eux. Avant toute chose, accordez-moi une petite minute pour remercier le sponsor de cette vidéo, Oli. Messieurs dames, la fin de l'année approche, vous savez qu'inévitablement Oli sont vos bonnes résolutions pour l'année suivante. Dans mon cas, c'est le fait de streamer plus d'une fois tous les 6 mois et on sait tous que je vais échouer. Mais si dans votre liste de résolutions se trouve quoi que ce soit qui se rapproche de l'idée de consommer mieux, eh bien sachez que vous pourriez... Bois de l'eau, donc je suis déjà au max. Avec une formule sans sucre ni taurine et avec des arômes et colorants naturels, Oli, c'est la meilleure alternative aux sodas et boissons énergisantes du commerce. C'est aussi bénéfique pour ce petit caillou flottant qu'on appelle la Terre, puisqu'un pot évite de jeter 50 canettes. Mais au-delà de tout ça, Oli, c'est surtout bon. Pour ma part, j'ai un faible pour la saveur noix de coco de la gamme hydratation, mais ça pourrait bien changer. Avec les nouvelles éditions limitées, spécialement lancées pour Noël, avec au menu le Winter Punch, un iced tea à la fois sucré et délicatement épicé, ainsi que le Pomme d'amour, quant à lui dans la gamme énergie, qui marie la douceur de la pomme à une subtile touche grillée. Autant vous dire que si vous cherchez une idée cadeau sympa pour un proche ou pour vous-même, foncez sur le pack Xmas qui regroupe ces deux saveurs accompagnées de leur shaker exclusif. Et comme toujours, le code COMBO5 existe pour un solide 5€ de réduction sur votre première commande, ainsi que le code COMBO pour un robuste 10% de réduction sur toutes vos commandes. Le lien est dans la description. Merci infiniment à Oli de soutenir encore une fois la chaîne, et cela étant dit, je dois vous parler de Yu-Gi-Oh! Et Yu-Gi-Oh! N'aurait jamais dû être populaire. Lorsqu'il est publié pour la première fois en 96 dans le magazine Weekly Shonen Jump, c'est un flop colossal. En fait, les premières histoires, elles sont assez sombres. C'est une série d'épreuves psychologiques et surnaturelles qui honnêtement n'ont pas plu à beaucoup de monde. Mais au fil des publications, lorsqu'arrive l'arc Duelist Kingdom, lorsque les cartes deviennent le centre du récit, là ça commence à vraiment trouver son public. Et ça va inciter Takahashi, le créateur, à centrer l'histoire sur ce concept en particulier. Ce qui a été très clairement un pari gagnant. Puisque 2 ans plus tard, il y a une petite entreprise qui s'appelle Konami, qui va sentir l'énorme potentiel de la franchise et qui va acquérir les droits pour Yu-Gi-Oh! Ils vont le faire avec en tête 3 leviers pour réellement propulser Yu-Gi sur la scène mondiale. Le premier levier, c'est un animé. Un animé qui va très rapidement... Je m'en souviens de cet animé. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Le second levier que Konami a en tête, c'est des cartes physiques. Et 25 ans plus tard, c'est toujours dans le top 3 des TCG les plus populaires du monde, donc on peut dire que ça a un petit peu fonctionné. Mais le troisième levier, c'est le jeu vidéo. D'abord avec Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, sorti sur Game Boy en 98, puis avec une tentative d'élargir l'audience en proposant un jeu narratif pour une PlayStation au sommet de sa popularité, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. À sa sortie, Forbidden Memories est plutôt mal reçu. Le gameplay est déroutant, frustrant, l'histoire est superficielle et répétitive, les limitations techniques se font très vite sentir, voilà. C'est un jeu oubliable que l'on aurait tous dû oublier. Sauf que c'est loin d'être le cas. Parce qu'aujourd'hui, Forbidden Memories a droit à une seconde vie. Il a droit à une seconde vie, pas parce qu'il nous a fallu 20 ans pour qu'on se rende compte que le jeu est finalement pas si mal. Non, le jeu est toujours très mauvais. Il a droit à une seconde vie grâce à une petite communauté qu'on appelle les speedrunners. Et ça, croyez-moi, chaque fois, c'est comme ça. Pas normal du tout.
vous allez très vite comprendre. Sur le papier, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, c'est pas très compliqué comme jeu. On vous donne un deck de 40 cartes composé de monstres, terrains, sorts et équipements et vous devez enchaîner des duels contre des adversaires de plus en plus puissants qui, à chaque victoire, vous offriront une carte aléatoire que vous pouvez décider d'intégrer ou non à votre deck. Ce qui rend Forbidden Memories réellement unique, c'est que vous avez la possibilité de fusionner vos cartes monstres pendant la partie pour en créer des plus puissantes. Et des fusions, il y en a vraiment, mais alors vraiment beaucoup. Par exemple, en fusionnant un dragon et un monstre de type tonnerre, vous pouvez obtenir le dragon tonnerre à 2 têtes. J'ai pas pris cet exemple au hasard, cette carte c'est la clé de voûte du speedrun, on a très envie de la voir. Mais globalement, voilà, l'idée c'est d'arriver à la fin du jeu, donc face aux adversaires les plus puissants, avec le deck de cartes le plus puissant possible, tout simplement pour éviter de se faire massacrer. Et c'est précisément pour cette raison que ce speedrun est assez largement considéré comme le speedrun le plus cruel de tous les temps. On doit monter un deck de 40 cartes dans un jeu qui en contient 722, mais dans ces 722, seulement quelques-unes sont viables, noyées parmi des centaines d'autres complètement inutiles. Sauf que dans cette vidéo, je ne prévois pas de vous faire un historique détaillé des différents records du monde qu'ont pu obtenir les personnes suffisamment folles pour décider de prendre un jeu comme celui-ci et d'en faire un speedrun. Non. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que comme vous le savez, il existe des speedruns plus ou moins longs. Il y a des speedruns dans lesquels un mec dans un chaudron va se propulser à travers le mont Absurdité en 59 secondes et d'autres où on va se retrouver bloqué derrière beaucoup de blabla, beaucoup de dada et beaucoup de je me déplace très lentement derrière ce gars, donc pitié ne tirez pas. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories fait clairement partie de cette seconde catégorie. En fait, le record du monde, je vais vous le dire tout de suite, il est de 2h45 minutes. Ce qui est très impressionnant pour un jeu que j'ai moi mis plus de 30 heures à finir, mais ce qui reste malgré tout vraiment très long. D'autant que c'est pas la seule raison. Regardez, imaginez une pièce fermée avec 100 portes. Une seule de ces portes mène à la sortie, mais à chaque tentative, les portes sont mélangées à nouveau. Pour s'échapper le plus rapidement possible, on pourrait se concentrer sur la vitesse à laquelle on ouvre les portes pour progresser plus rapidement, mais en réalité, la vitesse ne change rien à nos chances de trouver la bonne porte. Chaque tentative est un nouveau tirage, c'est donc pas la vitesse qui compte, mais bien les probabilités. Et c'est exactement ce qui se passe avec ce speedrun. On pourrait facilement être obsédé par le temps gagné, mais face à un système aussi aléatoire, le temps gagné, ce n'est pas la bonne métrique. D'ailleurs, le temps minimum théorique pour une run, on le connaît déjà en fait. Le TAS de Forbidden Memories, c'est 45 minutes. Autrement dit, une run parfaite, c'est 45 minutes. Ok, mais la vraie question, c'est quelles sont les probabilités que ça se produise réellement ? Et au moment où je me suis posé cette question, je vous le dis très honnêtement, je m'attendais à tout, sauf à ça. Écoute ça. Avant même que la partie ne puisse commencer, la vérité c'est qu'on est déjà dans l'enfer des probabilités parce que le jeu va tirer aléatoirement 40 cartes qui vont constituer notre deck de départ. Mais pour une run parfaite, on a besoin que ce deck de départ se rapproche le plus possible de la perfection. Pour ça, il faut déjà que la removal card qui se trouve à l'intérieur soit absolument la bonne, à savoir le Raigeki qui tue tous les monstres de l'ennemi plutôt que le trou noir qui lui détruit absolument tout le plateau. On peut déjà lancer une pièce et avoir une chance sur 2 de devoir relancer la partie. En ce qui concerne les cartes terrain, il en existe 6, mais seulement 2 nous intéressent. Umi et Montagne, qui vont permettre de renforcer le monstre principal qui sera généralement notre dragon tonnerre à 2 têtes. 33% de chance d'avoir une des 2 bonnes cartes terrain, 16,5% de chance de pouvoir continuer. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a une carte qui est encore plus importante que toutes les autres, la carte équipement. C'est particulièrement difficile d'en obtenir une pendant la run, donc il faut absolument en avoir une excellente dès le début. Et des cartes équipement, il en existe 33, sauf que seulement 5 sont viables. Si aucune de ces 5 cartes se trouve dans le deck de départ, c'est Alt F4, merci bonsoir, nouvelle run. En d'autres termes, pour pouvoir seulement commencer la partie, on est déjà sur du 2,9%. Le premier combat, c'est directement une défaite. Bon, c'est scripté, Aishin vous détruit sans vous laisser la moindre chance, c'est une sorte de combat tutoriel où pour nous le but ça va juste être de perdre le plus rapidement possible pour pouvoir accéder à la vraie première section du jeu, le tournoi mondial. Premier adversaire, Rex Raptor. Pour le coup, lui, en plus d'avoir un nom sacrément ridicule, il est aussi assez facile à battre et rapporte parmi les meilleures récompenses de toute la run. Autant vous dire que dans un speedrun normal, on va souvent s'arrêter ici et le farmer en boucle pour construire notre deck. Mais
C'est pas notre cas puisqu'on s'est accordé une chance infinie pour cette partie, donc on continue. Certains adversaires peuvent jouer des cartes très longues à tuer qui peuvent faire perdre beaucoup de temps, comme bouclier millénaire ou mur du labyrinthe avec 0 d'attaque mais 3000 de défense, autrement dit des sacs à PV, mais normalement, après avoir affronté Weevil, Mai, Bandit Kiss, Shadi, Bakura, on arrive sans trop de problèmes à l'avant-dernier combat du tournoi, un combat contre Maximilion Pegasus. Sauf que c'est tellement le duel qui nous intéresse. C'est une des cartes qu'il peut donner en récompense, une des meilleures, si ce n'est la meilleure carte de toute la run, Megamorph. Megamorph, c'est le Saint Graal de Forbidden Memories. C'est la seule carte équipement qui donne 1000 d'attaque et 1000 de défense à notre monstre principal. Mais c'est pas si simple. Déjà parce qu'il n'est possible de l'obtenir qu'avec le grade de fin de combat le plus élevé, mais surtout parce que cette carte a 64 chances sur 2048 d'apparaître, soit seulement 3,13%. C'est ce petit 3% qui peut transformer un début de run bancal en quelque chose de potentiellement légendaire. Le dernier adversaire du tournoi, c'est Seto Kaiba. Et Kaiba, c'est des cartes vraiment abusées, comme le dragon météore noir, mais c'est surtout la carte la plus mythique de Yu-Gi-Oh!, le dragon blanc aux yeux bleus. À ce stade de la partie, si vous n'arrivez pas à fusionner votre dragon tonnerre à 2 têtes et lui mettre 1 voire 2 équipements, c'est probablement terminé. Mais dans le cas contraire, félicitations, vous venez de terminer le tournoi mondial. Et est-ce que vous vous rappelez du petit 3% avant que la run commence ? Bon maintenant on va y ajouter le pourcentage de chance que chaque adversaire nous ait laissé la carte parfaite à la fin de chaque combat, et on est déjà sur une autre dimension de probabilité. Ah, c'est pas la même. Je sais pas trop comment vous le dire autrement, mais disons que vous avez plus de chances de gagner 2 fois au loto d'affilée que de faire une run parfaite sur ce qui est uniquement l'introduction, le premier tiers du jeu. Et l'enfer de l'aléatoire, il ne commence que maintenant réellement. Voici la guerre des mages. Pour une raison vraiment tirée par les cheveux, Yugi doit retourner en Égypte ancienne et affronter des mages à travers différents temples. 5 au total, chacun représentant un environnement différent, comme le temple de la forêt ou le temple du désert, et dans chacun d'eux, il faut d'abord passer par un combat préliminaire contre un premier mage avant d'accéder au boss du temple, ce qui nous fait un total de 10 duels. Ces 10 duels pendant lesquels il va toujours falloir beaucoup de chance lors des écrans de victoire, puisqu'à ce niveau-là, notre deck parfait, il est loin d'être complet, et ce sont ces 10 combats qui vont servir à le compléter, mais aussi beaucoup de chance pendant les combats. Parce que le problème avec tous ces mages, c'est qu'ils exploitent au maximum leur terrain et sont spécialisés dans un type de monstre spécifique. C'est un très gros pic de difficulté par rapport au tournoi mondial. Les cartes sont nettement plus puissantes, les IA largement plus vicieuses, et leurs stratégies sont conçues pour contrer tous vos mouvements. Prenez par exemple ce gars. Ce gars, c'est le mage de la prairie. C'est l'ennemi à battre avant de pouvoir accéder au boss du temple de la prairie qui s'appelle Kepura. Ce mage en particulier, il peut nous donner des cartes dont on a vraiment besoin pour la suite des événements, et je crois que c'est le moment parfait pour vous expliquer un peu plus en détail comment on trouve le pourcentage d'une hypothétique run parfaite. Déjà pour chaque combat, on doit établir quelle est la meilleure carte que ce mage peut nous donner. La particularité avec celui-ci, c'est qu'il a beaucoup de meilleures cartes potentielles à nous donner, vraiment beaucoup, mais celle qu'on veut le plus, la meilleure de ces meilleures cartes, c'est sans trop de doute le dragon météore noir. Le pourcentage de chance de l'obtenir, c'est 20 sur 2048, soit 0,98%. Et cette opération, on va la répéter sur absolument tous les duels, entre le tout premier duel du tournoi mondial et le tout dernier des mages. Nom de Dieu! Dans le 3e tiers du jeu, notre deck doit absolument déjà être complété. Ça fait où chaque récompense doit être la meilleure, auquel on va ajouter le pourcentage de chance d'avoir un deck de départ valide, et lorsqu'on accumule tout ça, et on y arrive à notre pourcentage de chance d'avoir une run parfaite. Et le résultat, il est absurde. Ça fait beaucoup de zéros, je vous l'accorde. Surtout qu'on n'a toujours pas fini le jeu. On est seulement devant la dernière section, le Final 7, plus communément appelé l'enfer. L'enfer parce qu'ici on est sur un enchaînement de 7 duels d'affilée. Il n'y a aucune possibilité de sauvegarder, de recommencer un combat ou de faire marche arrière, et à la moindre défaite, il faut tout recommencer. En fait, c'est en très grande partie à cause du Final 7 que Forbidden Memories est considéré comme le jeu Yu-Gi-Oh! Le plus difficile de tous les temps. Pour vous donner une idée, avec un deck normal, c'est-à-dire d'un joueur
ayant eu un peu de chance pendant sa partie, mais sans plus, il a environ 2 à 3% de chance de battre le Final 7 du premier coup. En fait, il y a plusieurs raisons qui rendent ça très dur. Bon, déjà les adversaires ont les meilleures cartes du jeu, voilà, comme le gardien de la porte ou le dragon blanc aux yeux bleus, et en plusieurs exemplaires, mais le principal problème dans ces combats, c'est l'IA. Pourquoi ? Parce que cette IA, elle triche, littéralement. Que ce soit en utilisant beaucoup plus de cartes que ce qui est réellement dans sa main de départ, ou le fait que dans Forbidden Memories, il y a une mécanique très importante qui est celle de pouvoir poser une carte face cachée. Sauf qu'à partir du 4e combat, l'IA voit absolument tout, même les cartes face cachée. Ça rend cette dernière section du jeu infiniment plus difficile que les deux premières, mais si je vous parle autant de cette fameuse IA, c'est parce qu'elle est beaucoup plus importante que ce que j'imaginais pour répondre à la question que je me suis posée. C'est cette IA qui m'a fait comprendre que mon calcul n'est pas le bon calcul. Cette abysse de zéro que je vous ai montré tout à l'heure, c'est juste la face immergée de l'iceberg. Quoi ? Encore plus de zéro ? N'est pas en réalité le pourcentage de chance d'avoir une run parfaite. C'est le pourcentage de chance d'avoir les meilleures récompenses à la fin de chaque combat tout au long de la run. Et oh non ! C'est terriblement important d'avoir les bonnes cartes dans son deck, sauf qu'en vérité, c'est absolument pas le plus important quand on parle de chance dans cette run. Ce qu'il est beaucoup plus, c'est pas uniquement ce qui se passe avant ou après les duels, c'est surtout ce qui se passe pendant les duels. Parce que si vous avez les meilleures cartes du jeu dans votre deck mais que vous ne les avez pas dans votre main pendant les combats, c'est juste un retour au menu principal qui est proposé. Pour calculer le vrai pourcentage d'obtenir une run parfaite sur Forbidden Memories, il faut deux choses. La première, c'est le pourcentage d'avoir les meilleures récompenses à chaque duel, et ça, on l'a. Mais la deuxième, c'est la probabilité que à chaque combat, on ait les meilleures cartes possibles en main, pendant que l'IA a, quant à elle, les pires. Bon, déjà le pourcentage de chance d'avoir les 5 meilleures cartes dans la main de départ avec un deck de 40 cartes, c'est 0,00152%. La probabilité que l'adversaire ait les 5 pires, du coup c'est exactement la même. Maintenant, le pourcentage pour que le joueur ait les 5 meilleurs et l'adversaire les 5 pires en même temps, c'est ce nombre. Mais ça, c'est uniquement pour un seul match. Il faut que ça arrive 27 fois d'affilée. Et ce n'est qu'en multipliant ce résultat avec la probabilité parfaite d'obtenir les meilleures récompenses à chaque combat ainsi qu'un deck de départ valide qu'on l'aura, notre probabilité d'une run parfaite sur Forbidden Memories. Mais juste avant, je veux très rapidement vous parler d'une personne qui s'appelle Anne Hodge. Le 30 novembre 54, il y a une météorite de type chondrite de 4 kg qui est entrée dans l'atmosphère terrestre et qui s'est fragmentée au-dessus de l'Alabama. Il y a un fragment de la taille d'un pamplemousse qui a traversé le toit de la maison de Anne Hodge, qui a heurté une radio, qui a rebondi pour la frapper à la hanche gauche alors qu'elle dormait dans son salon. Anne Hodge, c'est la seule personne documentée dans l'histoire à avoir été frappée directement par une météorite et à en avoir survécu. Est-ce que vous savez quelle est la probabilité qu'une chose comme ça se produise ? Alors, c'est une estimation, mais on parle d'une chance sur 74 milliards. Maintenant, je vous pose la question, à votre avis, c'est quoi la probabilité d'obtenir une run parfaite sur Forbidden Memories ? Une chance sur 1000 ? Sur 1 million ? Sur... Une chance sur un trécentanonagentilion ? Quelque chose comme ça. Et dites-vous que ce mot-là, c'est même pas un mot français. En fait, en français, on ne peut juste pas exprimer ce nom. Ou alors ce serait quelque chose comme une chance sur un sexdécillion de sexdécillion de sexdécillion de sexdécillion de millions ou quelque chose comme ça, mais qui se rapproche, quoi qu'il en soit, de l'infini négatif. Et quand je vois ça, moi, ça me laisse avec beaucoup de zéros en tête et une seule question. Pourquoi ? Pourquoi, sachant tout ce qu'on sait et ce que les speedrunners savent aussi, pourquoi Forbidden Memories est si populaire aujourd'hui ? Pourquoi s'obstiner, consacrer des heures, des jours, voire des années à une quête qui, mathématiquement, est plus ou moins vouée à l'échec ? Et je crois pas que ce soit uniquement par masochisme. Pour avoir beaucoup joué au jeu et un peu speedrun le jeu, je crois que c'est surtout parce que Forbidden Memories offre à cette créature un peu étrange qu'on appelle l'être humain la possibilité de transformer l'impossible en terrain de jeu.
Speedrunner Forbidden Memories, ça demande une qualité que peu de jeux mettent autant à l'épreuve, la résilience. Chaque run, c'est réellement une leçon de patience, une leçon de détermination et surtout une leçon d'humilité parce que même les joueurs les plus expérimentés, ils vont devoir faire face à l'injustice d'une IA qui triche ou au caprice d'un tirage qui semble presque se moquer d'eux. Et c'est précisément dans cette frustration qu'il faut aller puiser en soi la force de continuer malgré tout. Parce que le chaos ne se contrôle pas, mais il peut se danser. Et même si une run parfaite n'est qu'hypothétique, voire n'arrivera probablement jamais, honnêtement, on a quand même le droit d'y croire. Parce que dans un monde où les cartes sont souvent mal distribuées, même des petits singes face à un clavier finiront un jour par écrire un chef-d'œuvre. Toujours aussi incroyable le combo. Laissez un like, abonnez-vous, laissez un petit commentaire et une fois tout fait, allez vous abonner à Combo. Allez, on se revoit pour une prochaine vidéo.